Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, coureur top, flop. On reviendra également sur l'imbroglio de l'étape d'hier et puis on parlera du programme de demain. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos. Et plus vous cliquez vite sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Pas de résumé de l'étape du jour, ça a été un petit peu comme hier, beaucoup d'attaques qui au final ont été reprises en 4-5 km assez régulièrement. La bonne échappée a mis plus de 80 km à se former. On a eu les 2 premières heures de course à 45 de moyenne quasiment, et l'échappée n'était quasiment pas formée après 2 heures de course. Donc autant vous dire que l'échappée n'a pas été un élément majeur. Bon, tout s'est joué dans la dernière difficulté du jour. Et en gros, il y a eu une légère tentative de Buitrago. Et puis après, c'est Almeida qui a emmené le groupe et qui est allé s'imposer face au groupe du poursuivant qui a pris la 2e place. Et Almeida qui a été extrêmement fort aujourd'hui. On va revenir par contre sur un truc plus intéressant. Je pense que le résumé de l'étape du jour, c'est ce qui s'est passé hier. Quel imbroglio encore, quel bordel, tout simplement. Et puis c'est con, c'est que si on avait lu le règlement, eh bien on aurait évité un bordel pareil. Alors moi-même, je ne connais pas le règlement parfait de l'UCI, mais je m'attendais quand même à ce quand on déclasse un coureur et quand on décide de mettre un coureur sur un podium vainqueur avec un bouquet de fleurs, c'est qu'on a avant pris le temps quand même de lire le règlement pour voir que ce qu'on applique n'est pas contraire au règlement de l'UCI. Or, c'était le cas hier. Le règlement de l'UCI est très clair. C'est le roadbook qui fait foi. Voilà. C'est le roadbook qui fait foi, sauf si c'est un agent de police qui décide de modifier le parcours. Ça veut dire que si c'était un agent de police qui disait qu'il fallait passer à gauche, eh bien, les coureurs qui étaient passés à gauche n'auraient pas été dans le sens contraire du règlement. Donc, en gros, il fallait suivre le roadbook. Le roadbook disait de passer à droite, il fallait donc passer à droite. Donc, Aramburu, ayant pris la route à droite, n'était pas en désaccord avec le règlement. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été déclassé. C'est ce point-là de règlement. Alors, je ne sais plus c'est quel article, je l'ai vu sur Twitter. Je ne sais plus c'est quoi le numéro de l'article, mais c'est le roadbook qui fait foi dans une course cycliste. C'est pour ça qu'on demande aux coureurs de connaître le roadbook. Mais si le roadbook n'est pas en accord avec le parcours qui a été fait, voilà. Donc si le roadbook n'a pas été modifié, en gros, c'est mort. Ce qui nous a donné cet imbroglio hier, parce qu'en fait les commissaires n'ont pas lu le règlement. C'est-à-dire que les commissaires ont déclassé Aramburu sans connaître le règlement. Et sans lire le règlement. On peut ne pas connaître l'entièreté des, je sais pas, il y a peut-être 300 pages de règlement. Mais dans ce cas-là, quand on applique la règle, on essaye d'être sûr. Et normalement, un commissaire, c'est comme un arbitre doit connaître les règles du foot. Pour moi, un commissaire doit connaître le règlement. On est en plus sur une épreuve World Tour. On n'est pas sur la petite kermesse de village. Pour moi, les commissaires, ils doivent connaître le règlement et ils doivent être sûrs de leur coup, surtout quand ils déclassent un coureur. On ne parle pas d'un acte petit, on parle de déclasser un coureur, de lui enlever une victoire. Alors on a eu de la chance quand même, c'est que c'était un coureur espagnol. Donc je pense qu'ils ont avoué leur erreur parce que c'est un coureur espagnol. Si ça avait été l'inverse, si ça avait été Romain Grégoire qui avait été déclassé, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait tout ce pataquès-là, à part si Groupama avait posé une réclamation. Mais est-ce que Marc Madiot connaît l'entièreté du règlement ?
je pense que... Et puis, on a le droit à combien de temps pour faire une réclamation? Je ne sais pas, il y a peut-être des délais pour pouvoir faire des réclamations, pouvoir porter des réclamations au niveau des commissaires de l'UCI. Mais là, c'est quand même... c'est comme une blague, là, encore aujourd'hui. C'est encore une blague. Sauf que c'est quand même extraordinaire. Donc, on a eu cette blague-là. Tous les suiveurs du cyclisme l'ont vu. On a un message de David Lapartien ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir. Aucun message de David Lapartien. Ça fait quand même depuis quelques semaines, même avant sa défaite, ça fait quand même depuis des années que David Lapartien, l'UCI, il en a rien à carrer. Je pense même c'est ce qui va lui coûter sa place de... Enfin, je vois difficilement comment il va pouvoir garder sa tête à la présidence de l'UCI. Parce qu'autant vous dire que je pense que ça fait jaser en interne. Très clairement. Et en plus, les mecs se sont aperçus avec sa défaite lors de la présidence du CIO qu'il y avait de la place pour, pourquoi pas, aller choper, aller dépasser David Lapartien. Mais en gros, putain, ça prend pas 5 minutes de faire un petit communiqué et de dire que c'est pas normal ce qui s'est passé hier sur le Tour du Pays Basque. Ça prend pas 10 plombs de faire un communiqué de presse. C'est quand même extraordinaire le silence de l'UCI depuis le début de saison sur les multiples problèmes que l'on a eu d'imbroglio dans tous les sens. Après l'étoile, il y a juste eu un message après l'étoile de Bessèges où ils ont dit on fait une enquête et il y aura des sanctions, en gros, auprès des organisateurs. Mais Tour de l'Algarve, rien. Tour du Pays Basque, rien. Drôme classique, Ardèche classique, rien non plus sur les coureurs. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc là, en fait, ceux qui ont fait le con, c'est pas les organisateurs, c'est les commissaires. Enfin, les organisateurs, oui, mais il y a bien des commissaires qui passent sur la ligne d'arrivée. Soit il n'y a aucun commissaire qui fait les 5 derniers kilomètres. Ils auraient dû voir que ça ne correspondait pas au roadbook. Donc ça veut dire que vraiment, personne ne lit le roadbook, quoi. On se plaint des coureurs qui ne connaissent pas le roadbook, mais les commissaires ne connaissent pas plus le roadbook. Les organisateurs ne connaissent pas plus le roadbook de leur course non plus. C'est extraordinaire. Et on parle quand même d'une course qui a connu des sacrés problèmes d'organisation l'an dernier, où il y a eu quand même des sacrés problèmes. Là, ça se répète une deuxième fois. Ça fait 2 années, on a quand même une course avec un énorme problème qui donne une mauvaise image du cyclisme, parce que l'UCI aime bien mettre ça dans ses amendes pour les gens qui font pipi et qui ne sont pas suffisamment cachés. Je crois que ça, c'est moins pire pour l'image du cyclisme que ce qu'on voit depuis le début de saison au niveau de l'organisation, que ce soit de la part des commissaires ou que ce soit de la part des organisateurs des courses. Parce que ça commence à faire quand même sacrément beaucoup. Le ridicule ne tue pas, mais il amoche sérieusement. Autant vous dire qu'hier, il a amoché sérieusement. Et deuxième point quand même sur hier. Tant qu'on n'est pas sûr du vainqueur, on ne fait pas de podium. Je suis désolé, mais tant qu'on n'est pas sûr du vainqueur, on ne fait pas de podium. J'aurais préféré qu'on fasse un podium ce matin, ce qui est déjà arrivé notamment sur du classement par équipe, qu'on ait des podiums le lendemain matin, parce qu'on n'était pas sûr des classements par équipe. J'aurais préféré plutôt qu'on ait un podium demain, enfin ce matin au départ, plutôt qu'on ait un podium hier avec un classement qui était provisoire. Mais c'est quand même extraordinaire que le bon classement sorte au bout quasiment de 2 heures. Parce que je vous l'ai dit hier, quand j'ai fait la vidéo, le bon classement il est sorti au moment où la vidéo a été mise en ligne. La vidéo elle est mise en ligne à 20h hier. Je crois que le bon classement sort à 19h50, un truc comme ça. Parce que c'est quand j'ai mis en ligne la vidéo que je me suis aperçu que le classement avait rechangé avec Aramburu qui était repassé premier. Donc il a fallu quand même attendre 2 heures, quasiment, parce qu'on est arrivé à plus de 2 heures même, pour avoir un bon classement. C'est-à-dire que la prise de décision est quand même super lente. Et moi je suis désolé, mais tant qu'on n'est pas sûr du vainqueur, on ne fait pas de podium. On attend. Et si on ne peut pas faire un podium dans les 45 minutes, le podium, c'est le lendemain matin. Voilà, c'est le lendemain matin. On fait les podiums des mecs annexes. Voilà, maillot à pois, maillot vert, classement par équipe. Mais si on ne peut pas donner le classement de la victoire d'étape ou le classement général ou même un classement annexe, genre le maillot blanc, on ne fait pas le maillot. Voilà, on ne fait pas, on attend tant qu'on est... Quand on monte sur le podium, il faut qu'on soit sûr du vainqueur. Les seuls cas, je dirais, où on fait le podium et le mec peut être déclassé derrière,
bah, c'est dans des cas de dopage ou c'est dans des cas également de malfaçon de vélo. Si on avait un moteur dans le vélo, genre de choses qui demandent un démontage intégral du vélo, et encore, un démontage intégral du vélo, ça prend pas non plus 1 h 30. Mais pour moi, à part dopage où on déclasse après coup, parce que oui, on peut pas le savoir tout de suite que le mec est dopé, hein, mais sinon, si c'est un point de règlement là, comme on a eu hier, bah, si on n'est pas sûr, on fait pas le podium. Voilà, on attend d'être sûr du vainqueur. Et on attend que les réclamations aient été faites. Moi, j'aurais préféré avoir un podium ce matin. Hein. Et les mecs disent, bah on n'était pas sûr si on pouvait déclasser ou pas à Rambourou. J'aurais préféré vraiment ça à ce qu'on a eu aujourd'hui. Enfin, hier et même ce matin, où Grégoire, il l'avait mauvaise, et où les mecs de la FDJ l'avaient mauvaise. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Philippe Mauduit, qui n'a pas été tendre avec les commissaires de l'UCI, qui a dit on est dirigé par des peintres. Quoi, hein. C'était pas peintre le terme, je ne sais plus quel était le terme associé, mais c'est vrai que là, ça a été vraiment ridicule hier. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien je commence avec Joao Almeida. Ah, j'ai fait pareil que David Moncoutier. J'ai eu la même réaction de Moncoutier, je me suis dit, ouh là là, il est en tête au bout de 500 mètres. Je me suis dit, ah, faites gaffe, Almeida est dans la place. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il gagne avec 30 secondes d'avance sur tout le monde. Mais oui, quand je l'ai vu en tête au bout de 500 mètres, et je pense que je n'ai pas été le seul avec Moncoutier, c'est tellement un mec qui a du mal à démarrer correctement les bosses, parce que Almeida, c'est son vrai problème. C'est quand même un coureur qui met 3 plombes pour pour se mettre dans le rythme, et qui n'est pas forcément très performant sur des pentes difficiles et extrêmes. Ce qu'on avait aujourd'hui, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué pour Joao Almeida. Et je vous l'avais dit, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis parmi mes favoris en début de Tour du Pays Basque. Parce que j'avais dit, les côtes ne correspondent pas à ses qualités. Alors, c'est vrai que j'ai oublié, il m'arrive d'oublier des choses. Mais bon, comme les commissaires de l'UCI, eux, oublient complètement le règlement. Je suis pas le seul à oublier des choses. Du côté d'Almeida, c'est vrai que j'avais dit l'an dernier sur la Vuelta, je trouvais qu'il avait, sur son début de Vuelta, parce qu'ensuite il a abandonné assez vite, mais c'est vrai qu'il avait progressé dans les bosses courtes, Almeida. Je crois qu'on a la confirmation aujourd'hui qu'il arrive à se mettre dans le rythme un peu plus vite. Il lui faut quand même toujours 32 minutes, mais là, c'est vrai qu'il a été efficace, et en plus aujourd'hui, il s'est démerdé seul. Parce que du côté du AE, on avait mis Marc Solé devant, Del Toro, McNulty, bon, j'ai l'impression qu'ils sont... Alors Del Toro fait 2, mais j'ai l'impression que Del Toro il a joué sa carte. McNulty, j'ai l'impression qu'il est aux fraises. Et il était quand même pas énormément entouré, Almeida. Il n'était pas hyper entouré. Il a réussi à se démerder seul aujourd'hui. Ça, c'est fort. Et la manière dont il a gagné aujourd'hui, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Belle attaque, belle descente. Il a été efficace dans la descente aussi, hein, parce que c'est... Alors, il est intéressant dans ses descentes parce que c'est très scolaire dans sa manière de faire. C'est-à-dire qu'on lui dit de suivre une trajectoire, il faut suivre la trajectoire. Il applique la trajectoire de manière très scolaire, Almeida. C'est pas un Tourusoft ou un Almeida qui sont beaucoup plus dans l'instinct, dans la descente, ou Nibali même, qui était dans l'instinct, c'est-à-dire dans la capacité également d'improviser, pardon, dans cette capacité-là d'improviser au moment venu, un peu comme un pilote de rallye, qui improvise sa trajectoire un peu au dernier moment. Almeida, il descend pas si mal, mais il fait très scolaire, c'est-à-dire qu'il suit la trajectoire. C'est comme quand vous jouez dans un jeu de course automobile, les permis Gran Turismo, on vous met une ligne verte et vous suivez la ligne verte comme ça, presque de manière automatique. J'avais un peu l'impression qu'il était comme ça parce que je regardais sa manière de descendre. Il y a des erreurs. Par exemple, les erreurs de trajectoire, c'est-à-dire que les mecs qui prennent des trajectoires aux fraises, là c'est pas le cas d'Almeida. Même s'il prend de la marge de sécurité, hein, il y a un petit peu de marge à droite à gauche, mais vous avez des coureurs qui prennent des marges de sécurité, il y a 4 mètres de chaque côté, donc là c'est même plus des marges de sécurité, donc ils perdent beaucoup de temps. Il n'est pas trop sur les freins, aussi, parce que vous avez des coureurs, par exemple, Only, descend pas top Only, hein, je le regardais, là, il était raide sur son vélo.
Alors il est un peu raide Almeida, mais c'est aussi un grand gabarit. Donc c'est pas forcément évident d'être super agile. Mais ouais, il applique les trajectoires voilà, scolaires. Et il fait pas non plus des Landstrolls. Vous savez, j'ai dit souvent Landstroll, c'est-à-dire il cisaille pas son guidon. Il prend pas des trajectoires en deux fois. Un peu comme un bob sur une piste de bobsleigh, vous savez, ça fait des vagues, ça fait hop, ça descend un coup, ça remonte, ça redescend un deuxième coup. Pour faire des mouvements d'oscillation comme ça. Il y a des coureurs qui ont tendance à faire des virages en 2 ou 3 temps. Ça, c'est pas efficace et souvent tu te fous dans le mur. Almeida, il fait pas ça. Sauf qu'il applique une trajectoire scolaire. Voilà. Il n'y a pas de prise de risque extrême. C'est la trajectoire scolaire, mais il a fait une belle descente. Derrière, bon, bah, il restait 3 km. En plus, ça s'est un peu regardé derrière, mais c'est Joao Almeida. Donc, c'est quand même un mec qui est très bon rouleur, aussi dans ses qualités. Et puis, oui, sur la montée, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si efficace que ça sur une montée pareille. Donc, je suis très content pour lui. Et c'est vrai qu'il avait bien progressé l'an dernier dans les montées un petit peu plus courtes en début de Volta. C'est vrai qu'il avait été bon. Et ça, c'est intéressant parce qu'Almeida, c'est vraiment son défaut, hein. Cette mise en rythme, cette mise en route qui est trop lente. S'il arrive à régler ça, un minimum, bah après Almeida, il n'a pas beaucoup de défauts, hein. En gros, pour un grand tour. Il est bon en contre-la-montre, il est bon grimpeur en altitude, on l'a vu sur le Giro à plusieurs reprises. Il supporte bien la chaleur, parce que sur la Vuelta, on l'a vu à plusieurs reprises, pas avoir de soucis avec les fortes températures. Il n'a pas un placement qui est catastrophique. Donc oui, ça sera dur. Il a une équipe qui est solide avec la UAE. Bon, ça sera dur d'aller le chercher. Parce que quand il y a plus de défauts là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Deuxième coureur top, Aramburu. Quand j'ai vu les Cofidis rouler, je me suis dit, ils roulent pour qui les Cofidis? Je me suis dit, ils roulent quand même pas pour Aramburu. Puis après, je me suis dit, oui, mais alors s'il roule pour Yannis Aguirre, c'est que soit Yannis Aguirre, il a donné des infos en bas, comme quoi je suis vraiment dans la forme de ma vie, et là, vous allez voir, je vais tous les exploser dans la montée. Et là, je me suis dit, bah dis donc, Aramburu, c'est une grosse prise de risque de rouler pour lui, même si hier, il était bien. Là, la montée est plus longue, c'est du 20%. Et puis, bah non, il a été très bon, Aramburu. Il a été très très bon. Alors, il rate son sprint, par contre. Son sprint n'est pas bon dans le final. Ça marque quand même des points UCI. En passant, je pense qu'il y a des équipes qui vont tiquer. Heureusement, le point de règlement est bien précisé de la part de l'UCI que c'est le roadbook qui fait foi, parce que je m'étais dit, s'ils l'ont requalifié et que c'est un point de règlement un peu litigieux, si la montée se joue à 50 points près au niveau World Tour, ça va gueuler dans tous les sens. Heureusement, le règlement a été bien écrit, donc on n'aura pas ce problème-là, parce que là, il n'y a pas de discussion possible, on va dire, par rapport au règlement. Mais du côté d'Aramburu, ouais, bien aujourd'hui, sur une montée qui est difficile. En plus, par rapport à hier, je trouve qu'il s'est beaucoup moins emballé. Hier, il s'était vraiment emballé énormément, il avait contré un petit peu dans tous les sens. Pour moi, il en avait un peu trop fait. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il a été plus raisonnable, plus calme. Il suit un moment Lipovitz, mais c'est Lipovitz qui faisait un tempo très régulier. Et je trouve que du côté d'Aramburu, c'est vraiment intéressant. Et puis pour Cofidis, bah là, ils vont se dire, putain, on a un mec qui est capable de marquer des gros points. Et puis, tu te dis, quelles sont ses limites à Aramburu sur une Vuelta? S'il a progressé autant, alors il faudra voir en haute montagne, il faudra voir dans ses capacités de récupération, mais tu te dis, bah, c'est peut-être un coureur qui peut m'apporter des points sur un grand tour avec un classement général. Et ça, je ne m'y attendais pas forcément, parce que sur une Vuelta, bah, en gros, il est capable de faire la même chose à Aramburu. Donc ça va être intéressant de suivre, hein, le coureur espagnol, le champion d'Espagne, mais là, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Hein. Très costaud. Je ne sais pas si vous avez vu également son vélo look, tout noir. Alors, est-ce que c'est un prototype d'un nouveau vélo montagne du côté de chez Look, ou est-ce qu'on a décidé d'enlever la peinture pour gagner du poids et pouvoir mettre des roues un petit peu plus hautes, ce qui arrive aussi dans certaines équipes désormais. Mais il avait un vélo complètement noir du côté d'Aramburu, on n'avait pas de couleur Cofidis. Alors j'ai pas vu si les autres coureurs de l'équipe étaient similaires, ou il a peut-être un prototype à Aramburu, parce que vous avez le droit de courir quelques fois dans l'année avec du matériel prototype.
sauf sur les grands tours. Sur les grands tours, vous n'avez pas le droit d'utiliser du matériel prototype. Il faut utiliser du matériel qu'on peut trouver dans le commerce. Alors à un prix défiant toute concurrence, hein, notamment du côté des vélos de contre-la-montre, mais il faut qu'on puisse le trouver dans le commerce. Mais moi j'ai bien aimé Aramburu aujourd'hui, et surtout il arrive à reproduire une performance 2 jours d'affilée. Parce que parfois vous arrivez à être performant, mais un jour, parce que vous êtes vraiment à 110% de votre capacité. Mais 2 jours c'est compliqué. Là il arrive à le faire 2 jours d'affilée, vraiment bien, voilà, du côté d'Aramburu. Très content pour lui. Très content également pour Cédric Vasseur. Et puis je termine avec Skelmose. C'est bien de le voir quand même à ce niveau-là, Skelmose. Hier, j'ai critiqué Thibaut Nice, mais c'est vrai que Skelmose, il ne faut quand même pas négliger qu'il est tombé violemment il y a un mois, en gros. Ça a été une grosse chute. Il l'a dit, hein, il n'a pas pu remonter sur le vélo tout de suite parce que commotion, parce que c'est pas anodin. Demander à Sébastien Chaval, les commotions cérébrales. Qui a fait une interview où il a dit qu'il a des pertes de mémoire. Mais du côté de Skelmose, ouais, commotion, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer quand on parle de commotion, surtout que le temps de rééduque et le temps de retour peut être vraiment long. Et de le voir performant sur le vélo au bout d'un mois, avoir toujours les jambes du côté de Skelmose, c'est vrai que c'est très intéressant quand même côté du coureur danois, surtout que c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait autant morflé sur sa chute. J'avais oublié sa chute à Skelmose. Je me souviens qu'il avait été blessé, mais je ne me souvenais pas que la chute avait été si violente du côté de Skelmose. J'ai revu les images en début d'après-midi. C'est vrai que la chute est violente, et le fait de revenir à ce niveau-là, moi j'ai regardé sa descente. Aussi, je regardais la descente d'Almeida et la descente des mecs derrière. C'est là où je vous ai dit qu'Oscar Only, ça descend pas super. Par contre, Skelmose, j'avais pas l'impression qu'il y avait d'appréhension dans sa manière de descendre. Quand vous avez Aramburu qui accélère avec Lipovic, ils sont assez vite dans la roue d'Aramburu, qui pourtant a pris des risques dans la descente. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, on sait que samedi, ça peut lui convenir. Il est toujours en lice pour le classement général, parce que certes, Almeida a pris 30 secondes aujourd'hui, mais il y a toujours des possibilités. En sachant qu'en plus, samedi, il faudra prendre la descente dans l'autre sens. La descente finale, on va la prendre dans l'autre sens, donc avec des portions à 16% de montée, avec l'énorme pourcentage. Je peux vous dire que ça, c'est une énorme prise de risque de la part des organisateurs, parce que quand il y a énormément de pentes en descente, on a tendance à délester de la roue arrière quand on freine. Parce qu'on freine sur l'avant, donc on est très sur l'avant. Donc c'est-à-dire que toute la charge va être sur le roue avant. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à décrocher beaucoup plus parce que le pneu avant est beaucoup plus contraint dans ce genre de situation. Et surtout, on va avoir tendance à délester de l'arrière. Qui dit délester de l'arrière dit possiblement 95% de chute. Donc il faudra voir dans cette descente-là qui sera en début de journée, je crois qu'elle sera au bout de 50 km de course, si on ne va pas avoir des grosses chutes et des mauvaises surprises sur cette descente de la part des organisateurs du Tour du Pays Basque. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, eh bien je commence avec Marc Hirschi. Marc Hirschi, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé hier, mais j'aurais déjà pu le mettre en flop hier. Mais je pense que le fait qu'il y ait Julien Alaphilippe 12e, ça m'a moins perturbé. Je l'attendais au tournant aujourd'hui. Je l'attendais au tournant parce que Marc Hirschi, vous savez, j'ai des inquiétudes avec Marc Hirschi. Il n'est pas au niveau. Là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il était en forme en janvier, qu'il a été en forme hyper tôt, trop tôt, et que depuis, il n'arrive pas à retrouver un pic de forme. Parce que là, il est un peu à la ramasse quand même. Julien, là aujourd'hui ça a été compliqué sur l'étape, mais la montée finale était trop longue pour du Julien Alaphilippe. Mais Marc Hirschi, hier, pas bien. Aujourd'hui, pas bien, il est complètement largué. Aujourd'hui, hier aussi, il fait partie des mecs qui ont été distancés assez vite. C'est pas très rassurant du côté du Suisse. Surtout, c'est pas rassurant pour moi, parce que je me dis qu'il est un peu dans la situation de Peter Sagan chez Total Energy. C'est-à-dire que Marc Hirschi, il est dans une situation de confort total chez Tudor. En gros, c'est le coureur le plus important de l'équipe. Bon, avec Julien, mais c'est quand même le coureur le plus important de l'équipe. C'est un coureur local, équipe suisse, coureur suisse.
et le patron et son agent. Voilà. Donc il est vraiment dans une situation où pour critiquer Marc Hirschi en interne dans l'équipe, c'est quand même pas évident. Le même souci qu'avait Jean-René Berdodo avec Sagan. C'est critiquer Sagan quand c'est lui qui t'apporte la marque de vélo qui est l'une des plus performantes du marché, quand ton sponsor l'a voulu à ton prix et quand en plus il t'a emmené des équipiers, c'est compliqué d'aller le critiquer. Et plus des gens dans ton staff, c'était compliqué d'aller critiquer Peter Sagan. Bah là c'est pareil avec Hirschi. Sauf que là, il y a un moment, il faut lui rentrer dedans. Hein. On ne l'a pas payé pour des millions, parce que je pense qu'on est au million du côté de Marc Hirschi, pour qu'il fasse ce type de résultat-là sur une course, encore une fois, je vais me répéter, mais très ouverte. Très ouverte, avec des possibilités de résultats. On l'avait vu déjà à Tirreno, inexistant, là encore, inexistant. Ça fait quelques courses qui traversent comme l'homme invisible, ce qui n'est pas habituel du côté de Marc Hirschi. Donc là, il va falloir vraiment se remettre dedans parce que les classiques ardennaises, on l'a un peu payé pour les classiques ardennaises quand même. Hein. Enfin, si la Tudor repart sans aucun résultat sur les 3 ardennaises, je pense que le sponsor va tirer un peu la gueule. Parce que c'est un peu pour ça qu'on a recruté Marc Hirschi et Julien Lafilippe. C'est pour avoir des résultats sur ces courses-là. Et là, Hirschi, pour le moment, pas top. On n'a quasiment pas vu les Tudors non plus, hein, aujourd'hui. Alors déjà, hier, on a vu que Julien, en gros. Mais là, aujourd'hui, on n'a aussi pas vu les équipiers. C'est aussi inquiétant hein, du côté de cette formation, parce que c'est vrai que pour moi, le collectif Tudor est plus fort, par exemple, que le collectif Q35, que le collectif Kern Pharma, que le collectif de Uno X, même en montagne. Ouais, mais sauf que là, on les a pas vus. Hein. On les a pas vus du tout. Donc je suis assez inquiet du côté de cette formation. Red Bull Bora avec Daniel Felipe Martinez. Ah, c'est compliqué de reprendre aussi tard. Hein. Daniel Felipe Martinez, reprendre en avril. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était la mauvaise idée. Certains pensent que reprendre en avril, c'est une bonne idée parce que tu reprends en étant frais. Ce qui permet d'être performant en fin de saison. Ok, parce que tu as eu peu de jours de course, donc tu arrives frais mentalement. Sauf qu'en gros, tu arrives avec du retard. L'entraînement, ça ne remplace pas la compétition. Au bout d'un moment, il faut quand même un minimum de jours de compétition pour être dans le rythme, pour avoir une opposition. Quand tu es à l'entraînement, en gros, au bout d'un moment, tu t'empâtes un petit peu, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas d'opposition directe, donc au bout d'un moment, tu te reposes sur tes lauriers. Et c'est peut-être le problème de Daniel Felipe Martinez. Alors peut-être qu'il a fait aussi une bonne préparation, mais en gros, il lui manque du jour de course, quoi. Et là, pour rattraper le retard, eux ils considèrent pas que c'est un retard, mais en gros, pour avoir un minimum de jours de course avant les grands tours, bah, va falloir charbonner, et tu vas être obligé de charbonner en très peu de semaines, donc d'enchaîner un petit peu les compétitions, ce qui va créer de la fatigue du côté de Daniel Felipe Martinez, et ce qui fait que le principe de base qui était de moins courir en début de saison pour avoir beaucoup plus de fraîcheur un petit peu plus tard dans l'année, eh bien, va se retourner contre toi. C'est pas la première coureur à tenter ça. On avait eu Juan Ayuso sur un Tour de Romandie, pareil, qui avait repris seulement sur un Tour de Romandie. Alors, je crois qu'il y avait eu une chute quand même du côté de Juan Ayuso. Ça n'avait pas été forcément hyper bon au tout début. Du côté de l'Espagnol, je pense à Miguel André Lopez, qui avait fait également ça une année. Et ça avait été pour moi un échec complet. Du côté de Miguel André Lopez. Je sais pas si c'est même pas l'année où il est chez Movistar. Où ça se passe mal chez Movistar même. Mais ouais, Daniel Felipe Martinez, c'est une reprise très tardive. On ne le voit pas depuis le début de la semaine, mais il est extrêmement loin. Alors déjà, le contre-la-montre individuel, bon, il était correct, mais sans plus. Et après, sur les étapes en ligne, hier, il a pris une tôle monumentale. Je crois qu'il est 130e, un truc comme ça. Là, aujourd'hui, je crois qu'il est 90 ou 91 du côté de Daniel Felipe Martinez, mais il est très très loin au général. C'est une reprise compliquée. Alors, encore plus, reprendre sur une World Tour et une World Tour comme le Tour du Pays Basque. C'est vrai que si tu reprends, mais sur une course, je sais pas moi, le Tour des Abruzzes, par exemple, qui aura lieu la semaine prochaine. Bon, tu reprends sur le Tour des Abruzzes ou sur la semaine Coppi à Bartali. En gros, tu reprends un petit peu à ton rythme, la coupure, la transition est moins dure.
Là, tu reprends sur une World Tour. Certainement, enfin, sur l'une des courses par étape d'une semaine les plus dures, avec Paris-Nice. Hein, certainement, pour moi, les deux courses les plus dures sur les courses d'une semaine. Enfin, avec Paris-Nice, parce que Paris-Nice, la difficulté du vent, de la pluie, du rythme incessant qui lessive un petit peu tout. Et le Pays Basque, parce qu'en termes de parcours, alors même si cette année c'est un Pays Basque facile par rapport à d'autres années, la chute de l'an dernier a fait mal aux organisateurs, je pense, ça reste un Tour du Pays Basque. Donc ça reste difficile et ça reste fatigant. Et encore plus cette année parce que le rythme est quand même... ça fait 2 jours qu'on est à plus de 40 de moyenne, hein, pourtant avec un parcours difficile encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas les courses les plus simples pour repartir, donc c'est pas un cadeau que lui a fait la Red Bull Borans-Grohe de l'amener pour ses premiers jours de course au Grand Prix Miguel Indurain et ensuite sur ce Tour du Pays Basque. C'est quand même pas très gentil, très sympatoche de la part de l'équipe. Troisième flop, Sepp Kuss. Voir Sepp Kuss dans une échappée, ça montre bien que bon, chez Visma, on sait qu'il n'a pas les jambes. Parce que s'il a les jambes, on ne le met pas dans l'échappée, on le met dans le peloton. Même s'il a passé une mauvaise journée la veille, on le met dans le peloton. Le fait de l'avoir mis dans une échappée, c'est que, en gros, on sait que ça ne va pas le faire, Sepp Kuss. Sauf qu'encore une fois, la période de disette, elle commence à s'allonger, ça fait 1 an et demi. En gros, son dernier gros résultat, c'est la Vuelta. Alors l'an dernier, j'avais dit, oui, il a certainement, moi ma théorie sur le fait que sa saison n'était pas exceptionnelle l'an dernier du côté de Sepp Kuss, c'est que pour moi, le fait d'avoir fait 3 grands tours l'année précédente, 3 grands tours, c'est impactant physiquement. C'est pas n'importe quoi de faire un grand tour, de faire 3500 km en 20 jours, en 21 jours, c'est pas n'importe quoi. Et je pense que le fait d'avoir fait les 3 grands tours, ça avait été très dur physiquement et qu'il n'avait pas réussi à redémarrer sur la saison. Mais là, je me disais, bon, l'an dernier, en 2024, il n'a pas énormément... Enfin, il a moins couru, donc il y avait peut-être la possibilité pour Sepp Kuss de revenir. Sauf que là, Sepp Kuss, pour le moment, il est nulle part. Et je rappelle que Sepp Kuss, ok, c'est peut-être pas un leader pour les grands tours, mais c'était l'un des meilleurs lieutenants du monde quand même il y a 2 ans. Où est passé l'un des meilleurs lieutenants du monde? Il a disparu. Donc vraiment, ça m'inquiète. Parce que la période de 17 commence à être longue, et ça me rappelle David Gaudu l'an dernier, où j'avais dit... il enchaîne les courses sans résultat, au bout d'un moment, on va commencer à croire que son vrai niveau, c'est le niveau qu'il nous montrait l'an dernier, avant sa Vuelta. Là, c'est un peu l'inquiétude que j'ai avec Sepp Kuss. Est-ce que son vrai niveau actuel, et son niveau futur, c'est le niveau que l'on voit sur cette étape du Tour du Pays Basque, ou est-ce qu'il est quand même en capacité de faire encore mieux, et c'est juste qu'il n'est pas au top de sa forme? Ça, c'est la grande incertitude du côté de Sepp Kuss. Je termine avec Enric Mas. Pourquoi Enric Mas? Sa manière de courir m'emmerde. Cette manière de courir, un peu à la Kelderman, mais même Kelderman, on l'a presque plus vu aujourd'hui qu'Enric Mas. À 3 bornes de l'arrivée, il prend pas les relais. Tu crois que tu vas vraiment gagner au sprint? Non, sans déconner. Donc tu peux passer un relais. Ça va pas te coûter... ça va pas te faire mal aux pattes, quoi. Cette attitude-là m'énerve, parce qu'en plus, je pense que ça a coûté du temps au deuxième groupe, et s'il perd de 3-4 secondes, les 3-4 secondes, ça sera peut-être dans le relais qu'il n'aura pas pris aujourd'hui. Et en gros, Enric Mas, c'est une manière de courir. On se fout souvent de la gueule de Vingegaard, mais Enric Mas, c'est pas mieux. C'est même pire, moi, je dirais. Parce que, bon, Vingegaard, oui, qui est toujours à compter ses coups de pédale. Alors là, Mas, c'est un niveau... oui, c'est au niveau de Kelderman. C'est au niveau le plus extrême de compter mes coups de pédale. Alors je dis pas qu'il faut courir comme un débile comme Nils Politt quand il est dans une échappée, courir sans réfléchir et jouer la 2e place ou la 3e place. Mais gros, en gros aujourd'hui, et gros j'ai envie de dire, même s'il n'est pas très lourd, du côté d'Enric Mas, aujourd'hui, à partir du moment où il y avait un groupe dans le final, de toute manière il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner l'étape et ni de prendre de bonification. Bon fallait rouler un maximum. Fallait passer des relais. Qu'est-ce que tu vas essayer de jouer un coup tactique à la con alors que tu n'as pas les capacités pour le faire, ce coup tactique-là, et pour aider à gagner l'étape? Que
Aramburu ne passe pas de relais, ok. Que, je sais pas, Oscar Only passe pas de relais, ok. Parce que, en gros, il peut gagner au sprint. Mas, il avait aucune chance de gagner aujourd'hui. À part en faisant un coup du kilomètre. Et en gros, et que tout le monde s'arrête de rouler derrière. Donc dans ce cas-là, tu passes des relais parce que ton seul objectif, c'est le classement général. Enfin, cette manière de courir d'Henrik Mas m'a toujours énervé parce que je trouve que souvent, c'est pas très fut-fut. Et là, encore une fois, c'est pas très intelligent de sa part. Et surtout, contrairement à d'autres qui le font de temps en temps, je pense à Skelmoseux, mais Skelmoseux, là, au sprint, oui, il avait des possibilités. Mas, il a aucune chance au sprint. Donc je vois pas pourquoi il fait ça. On regarde tout de suite l'étape de demain et les classements déjà, pour commencer les différents classements qui sont à jour. Joao Almeida, donc vainqueur aujourd'hui, toujours vainqueur à 19h, toujours vainqueur à 19h, parce que comme il y a eu des petits changements face à Del Toro deuxième, Charman Champoussin qui marque des points devant Alex Aramburu et Clément Berthet, Velasco également qui marque des points avec la 7ème place, donc c'est une bonne journée pour Astana qui marque plus de points que Picnic Postenel. Les parents pauvres de ce top 10, c'est Intermarché. Hein. Toujours, je pense qu'ils ont marqué 0 points cette semaine, Intermarché. Pas bon pour le moment, leur début de saison. Du côté du classement général, donc Almeida prend la première place devant Schwarzman et Lipovic. Van Wilder 4ème. Belle semaine de Van Wilder devant Skelmoseux. Kelderman 6 devant Aramburu, Mas, Kras et Velasco. Vraiment la stratégie d'Henrik Mas pour être 8ème du général. Chapeau. Il se contente de peu, l'Espagnol. Almeida, donc en tête du classement par points, devant Charman, Aramburu, Lipovic, Berthet. Ça peut même devenir l'objectif de de Aramburu, pardon, pourquoi pas, dans les jours à venir. Le classement de la montagne emmené par Marc Solé devant Armirail. Aujourd'hui, Marc Solé qui est reparti dans l'échappée, ça a plutôt bien marché devant Almeida, Henrik Mas et McNulty. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Brio Roland, le jeune coureur de la Groupama, qui est en tête devant Del Toro, 15 secondes d'avance sur Del Toro. Léo Bizio est à 50 secondes, Romain Grégoire 4, devant Hugo de la Calais, qui est déjà très loin à plus de 15 minutes. Ce petit match là à 3 va être très intéressant. Très intéressant ce petit match, pardon. Ça va être sympa à suivre. Et puis le classement par équipe, eh bien Astana passe en tête devant la Souda, la Groupama, Movistar, Visma, Total Energy et 8 du côté des équipes de 2e division. C'est même la première équipe de 2e division dans ce classement. On regarde l'étape de demain. Orduña vers Guernica, 173 km d'un parcours moins pentu que les 2 derniers jours. On verra si l'échappée mettra autant de temps que la veille pour sortir. Ça serait bien que ça sorte un petit peu plus vite si on veut aller chercher la victoire. Mais je pense que beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée en sachant que le lendemain, ça sera la dernière étape. Vu les écarts au classement général, l'échappée n'ira pas au bout. Donc on se dit que là, elle peut aller au bout. Il faudra quand même passer cette montée de Zalobante avec 4 km 9 à 6,4 de moyenne. Les 2 derniers kilomètres à 9,4. Je comprends même pas pourquoi sa côte n'est pas au classement de la montagne. Au moins en 2e catégorie, parce que je pense qu'elle avait les possibilités d'être en 2e catégorie. Il y aura aussi une bosse à Mendieta, c'est-à-dire à 4 km de l'arrivée, 700 mètres à 6,7%. Et cette dernière difficulté, elle est à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. La montée de Zalobante. Puis il y aura également 4 autres côtes de 3e catégorie au programme de la journée sur la première partie d'étape. Donc on verra si l'échappée sera en capacité d'aller au bout. Donc nous, on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!